Au Burkina Faso, le dépouillement se poursuit après le double scrutin de ce dimanche, présidentiel et législative. Le président sortant Roch Marc Christian Kaboré est donné favori dans la course au fauteuil présidentiel. Au Nigeria, une nouvelle attaque des djihadistes a fait au moins 8 morts, dont 7 soldats. Les assaillants ont tendu une embuscade aux forces armées dans le nord du pays. Et puis, l'appel du président sud-africain aux pays membres du G20, Cyril Ramaphosa, plaide pour un allègement des conséquences économiques du coronavirus en Afrique. C'était au cours d'un sommet virtuel. Voilà, plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En bref et en image, au Burkina Faso, le dépouillement du double scrutin présidentiel et législatif a commencé donc à la tombée de la nuit, peu après 18h à Ouagadougou, la capitale. Le président Roch Marc Christian Kaboré est le favori de cette élection sous haute tension en raison de la spirale des attaques djihadistes dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Face au président sortant, 12 candidats, dont le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a donc dénoncé la veille du scrutin des fraudes massives en cours de préparation dans le camp au pouvoir. La journée a été relativement calme, un calme et un ennui qui contraste tout de même avec le balai d'hélicoptères qui survole donc en permanence l'école située au bout de la piste de l'aéroport dans le nord du pays et notamment de l'est à l'est. Les bureaux de vote ont dû fermer sous la menace des hommes armés. Les résultats ne seront donc pas donnés avant plusieurs jours. Au Nigeria, des attaques djihadistes ont fait ce week-end 6 morts, 5 soldats et un milicien. C'était lors d'une embuscade visant un convoi dans le nord du pays. Aux dernières nouvelles, le nombre de soldats tués s'élève donc à 7, portant ainsi le nombre de personnes abattues à 8. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, branche de Boko Haram, affiliée à l'EI, armée de mitrailleuses et de lance-roquettes, ont ouvert le feu sur un convoi dans le village de Kwayanti, à 60 km de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste. L'embuscade a fait 6 morts, dont 5 soldats et un milicien. Au cours de l'attaque, 4 autres miliciens pro-gouvernementaux ont été blessés. Le convoi allait assurer la sécurité à Baga, sur les rives du lac Tchad, du gouverneur de l'État de Bordeaux. Un gouverneur régulièrement visé par des attaques. Ce dernier allait distribuer de la nourriture à des habitants qui avaient réintégré leur domicile, qu'ils avaient dû fuir pour échapper aux violences des djihadistes. Les autorités ne cessent d'encourager les déplacés à regagner leur foyer en dépit des mises en garde des agences humanitaires. Le lac Tchad, vaste étendue d'eau marécageuse, truffée d'îlots situés aux confins du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, est le repère d'ISWAP. Le groupe qui a fait scission du groupe djihadiste Boko Haram en 2016 a mené depuis de nombreuses attaques, notamment contre l'armée nigériane, au cours desquelles des centaines, voire des milliers de soldats ont été tués. Il contrôle également des villes et des villages et des milliers de civils vivent sous son emprise. Depuis 2009, début de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, plus de 36 000 personnes ont été tuées. Plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur domicile. En Côte d'Ivoire, les obsèques de Toussaint Nguessan Kofi, décapité lors des violences électorales il y a la présidentielle, se sont donc mis en un vibrant réquisitoire, appelant donc à la paix. On voit tout cela dans ce reportage. Toussaint Nguessan Kofi, 34 ans, de l'ethnie locale baoulé, a été tué et décapité lors des affrontements consécutifs au 3e mandat controversé dans la Ouattara. Pour les derniers hommages, ils sont des milliers de jeunes gens, bandeaux rouges noués sur la tête, en signe de deuil et de colère, à prendre d'assaut la morgue de la ville, point de départ des cérémonies funéraires. La famille reste toujours inconsolable. La mort de mon enfant, en tout cas, vraiment, ça m'a choqué, jusqu'à dépasser. Mais je vais faire comment? Je suis obligé d'accepter. Des parents sans voix, les militants et leaders du PDCI aussi. Lorsque les tragiques événements se sont produits dans sa ville natale, le président Henri Konan Bédié a été très touché
très meurtri. Et nous espérons que la paix va revenir dans notre pays. C'est essentiel. C'est triste pour nous de voir nos jeunes mourir pour des questions politiques. Des affrontements intercommunautaires dans le cadre de la réélection pour un troisième mandat controversé, le président Alassane Ouattara avait fait 6 morts et 41 blessés à la date du 9 novembre à Daoukro, fief de l'ex-président opposant Henri Konan Bédié. Le cas du jeune Toussaint Guessan Kofi, dont la tête décapitée avait fait le tour des réseaux sociaux, avait ému et affligé au-delà de la Côte d'Ivoire. La situation humanitaire créée par les affrontements entre l'armée fédérale éthiopienne et le gouvernement local du Tigré préoccupe l'Organisation des Nations Unies et d'autres regroupements. Ils appellent donc à l'ouverture de couloirs humanitaires. Voyez tout cela dans ce reportage. Les conséquences humanitaires du conflit au Tigré commencent par échapper à tout contrôle, que ce soit sur le théâtre des affrontements, que dans les régions voisines où les populations fuyant la guerre trouvent refuge. L'Organisation des Nations Unies se dit très préoccupée. Nous sommes très préoccupés par la situation en Éthiopie, et en particulier à cause de l'impact humanitaire dramatique de ce qui se passe. Nous faisons tout notre possible pour mobiliser l'aide humanitaire en faveur des réfugiés qui se trouvent déjà au Soudan, plus de 20 000. Et nous avons demandé le respect total des lois humanitaires internationales, ainsi que l'ouverture de couloirs humanitaires et des trêves qui pourraient être nécessaires pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée dans les zones de conflit. And the truth is that might be necessary for humanitarian aid to be delivered in the areas of conflict. Un avis que partage Amnesty International. L'organisation non gouvernementale demande que le droit humanitaire soit respecté par les protagonistes. La manière dont le conflit est mené doit également être conforme au droit, le droit humanitaire international, et cela exige la protection des civils, y compris l'accès aux services humanitaires. Et aussi, autant que possible, les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty, devraient avoir accès à la situation humanitaire pour la surveiller. Human rights organizations like Amnesty should be given access to monitor the human rights situation. Au Tigré, les affrontements continuent. Le secrétaire général de l'ONU déplore l'absence d'accord des autorités éthiopiennes pour une médiation externe. Et à noter que le Premier ministre vient donc de donner un délai de 72 heures au gouvernement local. Ce week-end, lors de la première session du sommet virtuel des dirigeants du G20 pour surmonter la pandémie du coronavirus et restaurer la croissance et l'emploi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé le groupe des 20 pays les plus riches de la planète à aider l'Afrique à faire face aux conséquences financières et économiques de la pandémie. On l'écoute. Nous sommes heureux qu'il semble y avoir un consensus au sein du G20 sur le fait que l'accès à un vaccin Covid-19 efficace doit être universel et doit également être juste et équitable. Un engagement des dirigeants du G20 à investir de manière substantielle dans le déficit de financement immédiat de l'accélérateur ACT, soit 4,6 milliards de dollars, permettra de sauver des vies immédiatement. Il permettra également de préparer le terrain pour la mise en place des outils contre le Covid-19 dans le monde entier et de trouver une solution à cette crise économique et humaine mondiale. Nous comptons sur les partenaires internationaux du G20 et les institutions financières internationales pour travailler avec les pays africains afin de les aider à reconstruire leur économie. L'Union africaine a proposé plusieurs mesures, dont l'allègement de la dette sous la forme d'exemption de paiement d'intérêts et de report de paiement. Une option bien possible. Cette pandémie a démontré l'interdépendance de notre monde. Ce n'est que par la coopération et la solidarité que nous assurerons la santé et le bien-être futur de toute l'humanité. Ce dimanche était une solennité au sein de la communauté chrétienne, la fête du Christ roi, fête chrétienne qui aura été donc un dimanche de protestation en France. Plusieurs fidèles catholiques se sont réunis pour réclamer le retour des célébrations eucharistiques. C'est une protestation pour laquelle
Ils n'avaient pas besoin de marcher autrement. Juste leurs genoux pliés, des objets de piété et quelques pancartes. Faisant monter leur prière à Dieu, ils espèrent que les autorités françaises vont leur permettre bientôt de vivre à nouveau des messes dans leur communauté. Je viens aujourd'hui précisément pour demander que les messes soient autorisées pour la liberté de culte. Est-ce qu'on peut aller prier, s'il vous plaît, pour la liberté de communion, communier au Christ, mais communier entre chrétiens, se retrouver en présentiel, parce que se retrouver en virtuel, c'est bien gentil, mais ça manque un peu. C'est le corps et le sang du Christ qui vient, la présence réelle qui vient en nous et qui nous fortifie, qui nous donne le courage, qui nous donne tout, quoi. Enfin, c'est notre foi et c'est important et c'est essentiel. La raison évoquée pour interdire les rassemblements est la pandémie du nouveau coronavirus, dont la deuxième vague sévit entre autres en France. Elle paraît légère, cette raison, chez certains des chrétiens. Pour nous, c'est un non-sens, surtout au vu des transports en commun qui sont bondés, des supermarchés qui restent ouverts où les gens peuvent s'entasser. Dans les églises, comme on l'a déjà dit, les mesures sanitaires ont et peuvent être mises en place et respectées. Donc pour nous, c'est injuste. Le gouvernement, me semble-t-il, est anticlérical, christianophobe et christophobe. Donc pour ces raisons, ils mettent en application l'interdiction aux chrétiens de se rassembler. Tant qu'on n'aura pas ce qu'on demande, on sera là et on continuera à le demander jusqu'à ce qu'on l'ait. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement sur un coup de tête qui a eu lieu un dimanche. C'est un mouvement de tous les catholiques de Bordeaux, mais aussi de France, comme on a pu le voir, qui veulent vraiment, du fond de leur cœur, qui veulent retrouver la messe et l'Eucharistie. Ce dimanche du Christ roi ouvre la semaine de l'Avent chez les chrétiens catholiques, moment de préparation à Noël. Ils espèrent qu'avant la célébration de la naissance du Christ, ils auront déjà l'opportunité de se réunir sur les lieux de culte. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.